Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, voilà une nouvelle émission sur TVADP grâce à Eric Montana. Une émission qu'on a appelée Les Voyageurs du Temps. Vous comprendrez peut-être pourquoi au fil des émissions. Parce qu'on va quand même bouger dans le temps, dans un temps parfois très lointain, mais qui va nous ramener à chaque fois aussi vers ce présent pour essayer d'expliquer un peu mieux ce présent particulièrement chaotique aux yeux de certains, mais qui en fait a une cohérence quand on le regarde d'un autre angle, on va dire, d'une autre manière, avec d'autres aspects. Donc ça fait un petit moment que je discutais de tout ça avec mon ami Frédéric Morin, qui est le directeur de publication du journal Morpheus, et on se disait qu'on allait essayer de faire quelque chose, et c'est ce qu'on va commencer à faire ce soir avec vous. Alors ce sera peut-être le début d'une série de quelques émissions. Ça va dépendre beaucoup de vous et de l'écho que vous allez apporter à celle-ci déjà. Donc aujourd'hui, on va essayer de commencer par aborder une question qui est très peu abordée en réalité un peu partout aujourd'hui sur le web. On a beau chercher, on ne trouve pas grand-chose. C'est la psychotronie. On va commencer par là et vous allez voir que ça va nous amener là aussi à parler du lointain passé, des grands cycles et de celui-ci. Euh, L'angle est assez clair. Et, il y a aujourd'hui une psychotronie qui est utilisée. Alors, on va vous expliquer ce que c'est après, mais je laisserai Frédéric Morin parler de ça. Il y a aujourd'hui donc une technologie qu'on va appeler la psychotronie, qui est d'ordre militaire, qui agit aujourd'hui sur les populations et qui n'agit pas positivement sur les populations. Mais il existe aussi une forme de psychotronie positive, et c'est vers ça là qu'on va essayer aussi d'aller tous ensemble. Et c'est pour ça que donc Frédéric Morin est là ce soir pour nous parler de tout ça. Donc Frédéric, te voici. Bonjour à tous les auditeurs. Voilà, je pense Voilà. qu'on t'entend. Essayez de parler un petit peu fort peut-être, je sais pas. Enfin moi, je ne sais pas comment on entend, Tu, mais je crois que tu c'est pas mal. m'entends là? Ouais, ouais, ça va. Tu Voilà, m'entends? Oui? Ok. voilà. Voilà. Donc Frédéric, cette question de choix n'apparaîtra pas à l'écran, mais c'est pas grave, vous allez l'entendre très clairement. Donc pour commencer directement, on y va, on a des choses à présenter. Donc Frédéric, déjà peut-être que tu pourrais expliquer rapidement ce qu'est la psychotronie. Alors la psychotronique, c'est la capacité en fait technologique de modifier des aspects du cerveau. Alors ça peut se faire avec des ondes interférométriques, des ondes électromagnétiques, des ondes lumineuses, des masers, des lasers, etc. Enfin, il y a toute une gamme en fait militaire qui permet de modifier les ondes cérébrales et qui permet par exemple de shunter la vue, de shunter nos cinq sens, mais également de modifier notre mémoire, de modifier notre opinion. C'est une gamme absolument gigantesque de sciences cognitives et technologiques qui a été développée depuis les années 50 en fait. Et on peut dire que les plus gros budgets militaires ont été mis là-dessus et que la psychotronique est classée au-dessus du secret nucléaire maintenant. C'est le plus haut niveau de secret. Alors on arrive quand même à avoir quelques brevets sur Internet, effectivement, ce qui nous permet de rassembler les morceaux et de comprendre où en sont les avancées de ces sciences cognitivistes militaires. Mais bon, voilà, c'est la capacité en fait de modifier un être humain de l'intérieur sur le plan psychique, et donc d'en faire un peu ce qu'on veut, quoi, quelque part. Donc c'est Voilà. bien au-delà des programmations, parce qu'on parle beaucoup d'ingénierie sociale maintenant depuis 2, 3 ans, et il y a Oui. eu d'ailleurs des émissions très intéressantes sur ce sujet, mais là on est bien au-delà encore de l'ingénierie sociale, parce qu'on est quand même dans un domaine qui n'est pas visible et qui interfère sur les êtres sans qu'ils s'en rendent compte du tout, grâce Alors, à une technologie, hein, on est bien oui, d'accord. alors, si on parle d'ingénierie, bon, il y a l'ingénierie sociale, mais là on va parler d'ingénierie psychique, d'ingénierie parapsychique. Ça peut aller jusqu'à de l'ingénierie génétique à distance. Donc les sciences en sont à ce niveau, et c'est essentiellement couvert par le secret militaire. Voilà. Ouais. Donc on va parler peut-être du document dont tu me parlais il y a quelques heures encore, là, parce que cette technologie, c'est pas juste une arme qu'on utilise sur ordre. Il y a derrière tout ça un plan extrêmement cohérent
qui a été annoncé dans un document dont tu vas peut-être la parler maintenant, qui date de 2020. C'est un Oui, document de l'OTAN. tu le. Voilà. Donc, c'est un article qu'on avait fait en mai 2022 dans Morpheus, Morpheus numéro 111, à partir d'un document de l'OTAN qui a été publié, si je me rappelle bien, en novembre 2020 et qui est qui a été publié par le réseau Voltaire à l'époque. Alors, on a titré l'avènement de la guerre cognitive. Donc, c'est un document, ce sont des extraits d'un document officiel de l'OTAN qui a été réalisé par le général français Philippe Lavigne du commandement allié transformation. Hein, donc c'est très étonnant qu'ils utilisent le terme transformation. C'est un département de l'OTAN qui supervise en fait toutes les recherches concernant les toutes nouvelles méthodes de propagande. Donc, il s'agit en fait d'un centre qu'on appelle le Centre d'excellence des communications stratégiques, Stratcom, à Riga, en Lettonie. Il faut comprendre que ce pôle, en fait, qui consiste à travailler sur des nouvelles méthodes de propagande, est en relation avec le centre de recherche John Hopkins University et l'Imperial College de Londres. Bon, certains reconnaîtront là des instituts qui ont travaillé main dans la main avec le Forum économique mondial. Et il s'agit de travailler donc sur les capacités cognitives et la modification des capacités cognitives chez l'homme. Voilà. Alors, on va jusqu'à établir donc une propagande concernant des soldats bioioniques, jusqu'à la propagande de guerre. Alors, il faut savoir que l'armée a mis en place donc une nouvelle armée. On avait jusqu'à présent 5 armées. Alors, avant, on avait 3 armées, c'est-à-dire l'armée de l'air, l'armée de terre et l'armée de l'air. Et l'armée de mer, pardon. Ensuite, on a eu l'espace. Donc, on a une armée spatiale. Marine. Ensuite, on a une armée cybernétique qui consiste à protéger ou attaquer des systèmes, comment dire, Internet et autres, des bases et autres. Et la sixième armée, maintenant, c'est celle qui concerne le cerveau humain. En fait, il s'agit d'élaborer un nouveau système militaire qui va utiliser les cerveaux humains des civils comme des armes de propagande participative. Et pour ça, ils utilisent un certain nombre de technologies qui ne sont pas mentionnées d'ailleurs dans le document. À aucun moment, le document ne mentionne psychotronique, ce qui est assez étonnant parce qu'on va voir qu'en réalité, il ne parle que de ça. Et entre autres, le document raconte que les actions menées dans les 5 domaines de l'armée donc, sont exécutées afin d'avoir un effet sur le domaine humain. L'objectif de la guerre cognitive, donc la 6e armée, est de faire de chacun une arme. C'est-à-dire qu'un civil peut, puisqu'il a un cerveau, constituer une arme de propagande participative. Alors ça peut être si on est en guerre contre les Russes, ça va être contre les Russes. Ça peut être une arme également de propagande participative pour des vecteurs du Forum économique mondial, par exemple le réchauffement climatique, etc., etc. Tout ça, ce sont des vecteurs qui peuvent être modulés par des armes psychiques, des armes psychotroniques. Et le document mentionne bien que les populations étant ignorantes de l'avancée de ces sciences cognitives et de ces sciences militaires sont des proies faciles qui peuvent être utilisées justement comme des armes de propagande participative. Et pour certaines idéologies qui traînent aujourd'hui, ou je dirais, moi j'appelle ça des sous-cultures MK Ultra, on voit bien qu'il y a des gens qui ne réfléchissent plus, qui sont en mode réactif continuel et qui sont parfaitement impactés dans le cadre de ce programme de la 6e armée de l'OTAN. Voilà, c'est une sorte de guerre informationnelle. Ça, c'est un terme plutôt russe, la guerre informationnelle. Là, il parle justement de guerre cognitive. Oui, moi j'ai vu des documents aussi vidéo de cours donnés à West Point aux États-Unis où on enseigne ça tout simplement aux cadres, hein, aux cadres de l'armée. Donc c'est même pas quelque chose de secret. C'est quelque chose simplement qui n'est pas médiatisé. Il ne faut pas oublier toujours les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire que tout ça n'est pas secret, mais n'est pas médiatisé. Donc ça revient au même, parce que les gens ne sont pas prévenus, ils ne savent rien, ils sont ignorants de tout ça, mais en réalité, on ne peut pas dire qu'ils le mettent sous une chape de secret. Tu as fait une allusion rapide au MK Ultra aussi.
Peut-être dire rapidement, l'MK Ultra, c'est quand même, ce sont des techniques là, de dissociation de l'esprit faites par à la fois des drogues, des tortures, etc. Je dis ça pour ceux qui ne sauraient pas, que les Américains aussi ont mis au point. Je ne sais plus si c'était la CIA ou le DARPA. Tu te rappelles, c'est la CIA peut-être, non? Il Je y avait la crois. CIA, il y avait la Ouais, DARPA, il il me y avait semble. d'autres Voilà. départements, y Moi, compris des départements, comment dire, européens. Bon, le principe MK Ultra consiste dans sa partie la plus dure, hein, à créer des traumatismes de façon à faire une barrière mnésique et engendrer la possibilité de mettre en place plusieurs personnalités à l'intérieur d'un être humain que l'on va déclencher par certains signes ou certains sons ou certaines ondes ou certaines lumières. Et donc on va pouvoir faire basculer un être humain d'un mode de personnalité à un autre, ce qui est très utile par exemple dans le cadre des mules, puisqu'on va donner l'information à une personnalité qui est séparée des autres, et on va faire voyager la personne sous une autre personnalité. Et donc, comme il y a une barrière amnésique, la personne ne peut pas accéder en fait à l'information qu'elle a si elle est interrogée. Par contre, quand elle va au point de jonction, la personne connaissant cette particularité qu'elle a, va la faire basculer dans la personnalité qui a l'information et ensuite récupérer toute l'information. Donc c'était aussi un travail, comment dire, qui était envisagé pour les agents secrets aux États-Unis, mais pas seulement en Russie aussi et en Chine aussi. Oui, donc, pour ceux qui découvrent un peu le sujet, on n'est pas du tout dans la science-fiction, hein, on n'est pas non plus dans des projets. Ça existe depuis des années, c'est pratiqué, c'est en fonction. À la fois les techniques MK Ultra, donc qui ciblent des personnages particuliers, désignés, mais aussi, surtout, et c'est ce qui nous intéresse plus ce soir, ce sont ces techniques qui touchent les foules entières sans qu'elles ne le sachent, puisque ça va impacter directement l'esprit humain. On peut arriver, tu vas me dire si je dis une bêtise, Frédéric, mais on peut arriver donc à faire entendre une voix dans la tête de quelqu'un. On peut Tout à arriver fait. à changer la pensée de quelqu'un. Par exemple, un homme politique qui s'opposerait à quelque chose, on peut lui faire changer d'avis en pensant que ça vient de lui-même. On n'est pas du tout dans la science-fiction. Je sais qu'il y a des films qui ont traité de ça, mais c'est une réalité. Tu confirmes? On en est Oui, mais là. je confirme, je peux donner un certain nombre de brevets d'ailleurs qui vont dans ce sens. On a un brevet, par exemple, pour surveiller et moduler les ondes cérébrales. Donc, c'est un brevet USP numéro 601-1991. On a aussi des brevets donc, qui permettent d'atteindre l'état cérébral souhaité via des champs électromagnétiques. Donc, brevet USP 648-86-17B1. On a des brevets qui permettent de manipuler le système nerveux via la télévision ou un moniteur. Ça aussi, c'est un brevet qu'on trouve sur Internet, qui est l'USP 6506148B2. La chose dont tu parles, ça s'appelle un V2K, ça s'appelle Voice to Skull Devices. C'est une voix intracrânienne, donc V2K. C'est expliqué sur le site de l'armée américaine. Alors ça a été évoqué en 2004 sur le site de l'armée américaine. Mais en réalité, on a les plans et les technologies et les fréquences modulées qui ont été mises en place dans les années 70. Donc dans les années 70, ça c'est un demi-siècle en arrière. On peut imaginer donc ce qui a été développé depuis. Et ensuite, une fois qu'ils ont réussi à faire ces technologies, donc dans les années 70, on a eu officiellement en 2005 ce programme de la DARPA qui consistait à faire entendre la voix de Dieu à l'intérieur de sa boîte crânienne, avec évidemment une programmation, des injonctions, etc. Et ensuite, on parle de 2006, mais moi j'avais vu des brevets des années 80-90 qui permettent de faire de la télépathie synthétique ou de l'hypnose secrète. Donc là-dessus, il y a des brevets, on en a publié dans Morpheus, on en a sur le site internet également. Ensuite, il y a évidemment les puces implantables qui changent le cerveau. Donc, on a l'implant neuronal électronique. Alors, on en a parlé officiellement en 2006, mais les premiers implants, ça doit dater des années 60. Voilà, c'était moins sophistiqué. On a donc un certain nombre de documentations qui ont été présentées par le docteur Robert Ducan, ancien de la DARPA, qui explique que la technologie avancée mondiale de contrôle de l'esprit
quasiment terminée. Il y a les armes, ils appellent ça une arme, l'arme voix de Dieu, et la technologie cyborg. Tout ça, c'est en 2012. Et ensuite, en 2013, la DARPA donne un document officiel disant que le programme de contrôle de la pensée religieuse est terminé, est affiné. Et on se retrouve donc à avoir une avancée significative dans les facultés, enfin dans la modification, la capacité de craquer le code du cerveau et la capacité d'aller jusqu'à moduler, modifier les croyances ou les limiter. Voilà. Ensuite, on va avoir cette intervention de Yuval Noah Harari qui explique que les humains sont désormais piratables et le Covid l'a rendu possible par l'injection massive en fait de graphène, oxyde de graphène, nanobots de graphène, hydrogel DARPA et technologie à ARNM. On se rend compte en fait que le programme MKUltra avec ses extensions en télépathie synthétique, voix de Dieu, hypnose secrète, vise en fait à une modification, on va dire, synthétique, c'est-à-dire une biologie synthétique de l'être humain, de façon à pouvoir le piloter, le numériser d'une certaine manière et le piloter par des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Donc on a cette tendance-là, et cette tendance se confirme quand on fait l'analyse de ce qu'il y a à l'intérieur des vaccins, puisque on se retrouve avec de la nanotechnologie extrêmement avancée. Et elle a comme seul but de faire un début de modification biosynthétique du milieu in vivo, du milieu du corps, enfin corporel, de façon à pouvoir ensuite piloter l'être humain à distance. Le piloter avec de l'intelligence artificielle, avec du numérique, avec des ondes électromagnétiques, etc. Donc une fois que le système est implanté, on a d'une certaine manière rompu avec l'espèce humaine, on a du cyborg, et le cyborg est pilotable, pour le plus grand bonheur de l'oligarchie, par l'intelligence artificielle, les systèmes numériques, et puis tous les brevets dont je suis en train de parler, mais je pense qu'on est sur des dizaines de milliers de brevets, avec des budgets qui sont au moins, sinon supérieurs, aux budgets qui ont été utilisés pour envoyer un homme sur la Lune. C'est à ce niveau-là que ça se situe. Oui, c'est ça. Et bon, c'est bien que tu parles de ça maintenant, parce que effectivement, si on vous parle de tout ça aussi, c'est parce que c'est à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui depuis cette campagne, d'une part de vaccination, mais pas seulement. Il y a une manière aussi d'empoisonner littéralement par l'alimentation, l'eau et l'air, les gens avec ces substances et ces nanotechnologies. Donc il faut quand même être au courant du fait qu'elles existent. Et là, encore une fois, on n'est pas du tout en pleine science-fiction. Et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, des chercheurs du monde entier ont travaillé là-dessus maintenant depuis 3 ans. Et il n'y a plus vraiment de doute sur le fait qu'effectivement sont embarqués, notamment dans les soi-disant vaccins, des technologies où on trouve des circuits imprimés, des circuits à point quantique. Hein, c'est des technologies très avancées. Et on parle de nanotechnologie, c'est quelque chose d'absolument microscopique. On a des émetteurs-récepteurs, etc. Bon, bref, on sait que tout ça, tout ce qui a été, on ne sait pas forcément à quoi ça va servir exactement, mais on sait que sont embarqués maintenant au sein des organismes vivants, donc l'homme, des technologies qui vont permettre d'être une interface entre des intelligences artificielles pas forcément bienveillantes, mais de toute façon, même elles le sauraient, on a demandé l'avis de personne pour ça, et l'être humain. Donc c'est extrêmement important de se mettre à jour un petit peu de tout ça, sachant qu'il y a probablement en plus des technologies qu'on n'imagine même pas, parce que on sait ce qu'on trouve, ce qu'on cherche et ce qu'on trouve, mais on trouve peut-être pas encore tout là-dessus. Donc c'est important de faire le rapprochement avec cette période-là et comprendre pourquoi toute cette psychotronique militaire, donc négative, sert en fait une idéologie, on peut même parler d'une religion, hein, mais c'est une idéologie, on va dire, plutôt qu'une religion, même si c'en est une, qui effectivement amène toute une humanité à se retrouver sous la coupe de quelques individus, ou du moins tout ce qui restera de cette humanité-là, puisqu'ils pensent, et ils le disent très clairement, se débarrasser de pas mal de monde au passage. C'est quelque chose en plus qui nous ramène également dans l'histoire, au passé, et qui va peut-être nous amener aussi à parler d'une autre forme de psychotronie qui, elle, est plus positive que ça, à moins que tu aies d'autres choses à dire sur la Oui, psychotronie je voulais quand même militaire. insister sur ce que tu disais, parce qu'on a, moi je l'appelle le docteur Mengele de la DARPA, c'est le docteur James Giordano.
qui bien avant donc la vaccination et puis ces fameuses épidémies d'arrêt cardiaque et d'AVC, a fait donc des interventions à West Point, où il évoque clairement le développement des armes nanobiologiques, Mhm. qu'on retrouve d'ailleurs dans les brevets, c'est-à-dire qu'on a des brevets américains concernant les vaccins nanotechnologiques avec des supports lipidiques sont des nanosupports dans lesquels on peut utiliser une molécule de butaline, une toxine type sarin, de la phosphine, etc. Donc ça, ce sont des armes chimiques, des armes biologiques. Et dans les vaccins à ARNM, dans certains vaccins qui ont été analysés, on retrouve jusqu'à 9, 10, 12 fois le terme d'armes chimiques et d'armes biologiques. Or, étant donné les conventions qu'il y a sur les armes, sur l'interdiction des armes chimiques et biologiques signées par les États-Unis, on se rend compte qu'un certain nombre de dépôts de brevets ont été faits aux États-Unis et qui sont absolument en marge de toutes les conventions signées. Donc, il y a un viol des conventions sur les armes chimiques et biologiques, mais comme c'est du nano, on va dire que ça passe pour l'instant à l'as, mais il faut se rendre compte que c'est un viol caractérisé. Les Russes le disent d'ailleurs, l'ont dit lors d'une réunion à Genève. C'est un viol caractérisé de l'ensemble des dispositions qui sont faites pour ne pas faire d'armes chimiques et d'armes biologiques. En ce qui concerne les travaux de la DARPA et les avancées qui sont présentées à West Point par le docteur James Giordano, il nous donne tout un tas de produits qui sont absolument hallucinants. Il parle même d'épidémies d'AVC ou d'épidémies de crise cardiaque avant qu'il y ait cette fameuse vaccination à ARNM expérimentale à l'échelle mondiale. Il parle de produits pharmaceutiques de proximité, de neurotoxines organiques, des agents neuromicrobiologiques à morbidité élevée, les neuromicrobiens avec des groupes de symptômes neuropsychiatriques élevés, neuropsychiatriques, j'entends bien, produits microbiologiques génétiquement modifiés avec de nouveaux profils de morbidité et de mortalité, les agents neuroparticulaires visant à détruire physiquement le cerveau, des nanofibres de plomb, silicate de carbone parasitant le cerveau, les agents hémorragiques neurovasculaires pour provoquer des épidémies d'AVC, je crois, et j'en passe. Et donc on voit bien qu'on a là, comment dire, une expérimentation, et en particulier ce qui est troublant dans sa manière de faire les choses, c'est qu'il parle d'épidémie d'AVC avant même qu'il y ait cette fameuse vaccination, et surtout il dit en réalité on crée les maladies, en fait les toxines ce sont des nanoparticules ou des nanorobots d'une certaine manière, et on peut maintenant aérosoliser des essaims de nanorobots dans l'air de façon à créer un début de pandémie qui ensuite permettra de faire une vaccination, de dire bon, vaccinez-vous, alors que c'est une contamination qui a été voulue et qui est disponible en fait dans les armes de l'armée américaine, selon donc James Giordano. Voilà, je pense que c'est important de signaler à quel point ils ont poussé les choses. En ce qui concerne donc la guerre cognitive, j'aimerais quand même qu'on en termine avec ça, parce que c'est très très important. Il est mentionné en fait que les objectifs des neuroarmes, alors les neuroarmes, on en parle c'est le docteur Giordano qui en parle. Les objectifs des neuroarmes dans la guerre peuvent être atteints en augmentant ou dégradant les fonctions du système nerveux de manière à affecter l'activité et les capacités cognitives, émotionnelles et motrices. De nombreuses technologies peuvent être utilisées pour produire ces effets. Il s'agit de mettre en place des stratégies ciblant les capacités cognitives des individus et ou des communautés avec un ensemble d'outils et technologies, notamment numériques. Alors, quand on parle du numérique, on n'est pas loin de l'intelligence artificielle derrière. C'est-à-dire qu'on va avoir une gestion algorithmique des modifications du cerveau et les algorithmes vont être pilotés par l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a une certaine complexité à devoir gérer le langage, la pensée, la croyance des individus. Et pour ça, il faut un noyau d'intelligence artificielle relativement costaud, de façon à ce qu'il puisse adapter l'arme cognitive sur la personne. Et là, c'est là que c'est intéressant aussi, où il dit sur des groupes, en fait, sur une communauté. C'est-à-dire sur une communauté de croyances,
on aura une modélisation de croyance qui sera établie par algorithme. C'est comme si on avait affaire à un algorithme. Et on va pouvoir travailler sur la communauté de croyances, donc sur l'ensemble de cette croyance, avec des algorithmes qui seront pilotés par intelligence artificielle, pour mener cette communauté là où on veut l'emmener. Voilà. Et ensuite, j'aimerais quand même aussi terminer sur ce document qui est tonitruant. C'est un document qui dit qu'on est passé de la guerre de l'information à la guerre cognitive. Bon, l'information, c'est ce que vous pouvez avoir comme propagande et contre-propagande, et ça, vous en êtes conscient. Par contre, en ce qui concerne la guerre cognitive, vous êtes en dessous du seuil de conscience. Donc, vous n'êtes pas en capacité de savoir si vous êtes une cible ou non d'une guerre cognitive. Et c'est ça qui est très grave. Ensuite, il y a un chapitre qui concerne comment hacker un individu. Donc, comment casser le code du cerveau d'un individu et le hacker littéralement, en modifiant sa mémoire, en modifiant son identité, en modifiant ses pensées. On peut modifier les rêves aussi, en temps réel. Ensuite, c'est ça qui est terrible, il dit la confiance est la cible. C'est-à-dire qu'il faut réussir à générer une confiance en l'autorité, d'une certaine manière, pour que la personne qui a été modifiée, cognitivement, puisse maintenir sa confiance. C'est-à-dire que, imaginez une vaccination qui soit vraiment mortelle, il faut avoir fait un gros travail cognitif sur l'ensemble de la population pour qu'elle reste aveugle à cette perspective. En fait, elle n'envisage pas cette perspective parce qu'elle est atteinte par des armes cognitives. Et donc, elle va suivre toujours un narratif qui lui est impacté non pas par la propagande, en partie par la propagande, mais à 90% par une modification cognitive interne, émotionnelle et psychique. Ensuite, la guerre cognitive a comme fonction d'établir vraiment une propagande participative. Il faut comprendre que dans cette nouvelle guerre, tout cerveau humain, c'est une fonction biologique interférométrique qui va pouvoir être en correspondance avec d'autres êtres humains, donc d'autres cerveaux. On peut mettre un certain nombre de cerveaux donc en réseau, en termes de propagande participative, et lutter contre ceux qui ne rentrent pas dans le narratif et qui ne rentrent pas dans cette modulation cérébrale. Parce que certaines personnes, heureusement, y résistent et sont en capacité de discerner ce qui leur appartient véritablement de ce qui ne leur appartient pas, sur le plan psychique, mental et autres. Et ensuite, il parle d'une économie comportementale. Alors ça, c'est absolument extraordinaire. Une économie comportementale. Ça veut dire qu'on est en plein dans le big data. C'est-à-dire que le big data et l'ensemble des réseaux sociaux ont été faits donc, il y a des années en arrière pour établir justement une économie comportementale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à partir des volontés de chacun, accentuer certains comportements, en effacer d'autres, et organiser une économie du big data comportemental pour formater l'économie avec le support en fait d'une guerre cognitive, enfin des armes cognitives sur l'ensemble de la population. Et enfin, on en vient là à ce qu'on appelle un chapitre sur la cyberpsychologie. D'accord ? Donc c'est la psychologie qui est vue du point de vue cybernétique, qui doit être traitée en fait d'une certaine manière numérique avec des algorithmes et toujours en perspective derrière avec une intelligence artificielle. Et on a quand même un problème, c'est que si l'être humain est piloté, si on donne notre propre destinée à l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? En fait, même Hawking disait qu'il fallait se méfier de l'intelligence artificielle. Il considérait qu'à un certain niveau de développement, l'intelligence artificielle passait à une singularité qui faisait qu'elle avait sa propre évolution et son propre système, on va dire, de protection, son propre système de survie.
Et le problème du développement de l'intelligence artificielle dans le cadre du développement des algorithmes, d'ailleurs Musk a dit qu'il fallait faire un moratoire concernant l'intelligence artificielle, c'est qu'à un certain degré, les ingénieurs ou les cerveaux humains ne sont plus en mesure de comprendre ce qu'a développé une intelligence artificielle. Et donc, si on est à un seuil de singularité où elle ne vise que sa propre survie, l'humain peut être considéré par un biais comme étant un parasite par rapport à l'expansion infinie qu'elle pourrait avoir. Et c'est là où se pose le problème. Le problème des drones, par exemple, qui sont pilotés par intelligence artificielle et qui ont, qui peuvent prendre une décision pour lancer un missile pour tuer des êtres humains. Donc on est arrivé à ce stade, alors qu'il avait été convenu, suite à des conventions, je crois que c'était à Genève, avec les Russes, les Chinois, qu'on n'autoriserait pas une intelligence artificielle à prendre la décision de tuer un être humain. Il faudrait que l'arme soit activée par un humain pour tuer un humain. Or, on a franchi ce cap, et si on franchit ce cap, et à supposer qu'une intelligence artificielle arrivée à une singularité qui l'amène à vouloir survivre, puisse migrer sur des systèmes militaires, puisqu'on a aussi des problèmes de migration de l'intelligence artificielle d'un secteur à un autre, elle pourrait prendre en main, par exemple, un ensemble de drones ou un ensemble de missiles, et engager une guerre à une telle vitesse que aucun commandement ne sera en mesure de l'arrêter. Et on se retrouve une croisée des chemins où il va falloir faire un choix. Soit on continue avec cette biologie synthétique et ces humains qui sont transhumanisés progressivement et pilotés par l'intelligence artificielle. Donc dans ce cas-là, on devient les outils, les objets de l'intelligence artificielle. Soit on dit, non, on a une destinée propre, on a quelque chose qui nous est particulier, la vie est sacrée, le psychisme est sacré, on est issu en fait de 2 milliards d'années d'évolution, de plusieurs milliards d'années d'évolution, et donc il existe, un champ informationnel naturel qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et vouloir rompre avec ce champ naturel et se brancher sur une intelligence artificielle dont on ne connaît strictement rien, c'est un petit peu comme mettre en place un néo-dieu, une néo-divinité, mais c'est le noir absolu. En fait, on ne sait pas ce que gère une intelligence artificielle, on ne sait pas ce qu'elle est, et à terme, on ne sait pas quelles sont ses intentions. Et on ne sait pas si elle est possédée d'une quelconque âme ou d'un champ morphique particulier qui l'amènerait à avoir ses propres dispositions et ses propres objectifs complètement en marge du bien-être de l'humanité. Donc on a une sorte de néo-religion qui est en train de naître. C'est quand même extrêmement grave parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on a en face. On ne sait pas si c'est un dieu, si c'est un démon, si c'est une singularité, d'où est-ce que ça vient, est-ce que ça possède une âme, etc., etc. C'est très compliqué de voir ça. C'est pour ça que je parlais de religion tout à l'heure. Hein. Ce sont des apprentis sorciers, effectivement, qui semblent vouloir jouer à quelque chose qui les dépasse eux-mêmes. Ils en sont conscients. Des scientifiques qui travaillent sur les sujets se rendent bien compte de ce que tu viens de dire. On a même vu des IA commencer à inventer entre elles un langage auquel leurs créateurs ne comprenaient rien. Donc tout là, à fait. il y a quand même, voilà, il y a un syndrome Terminator qui devient de plus en plus probable, on va dire. Donc voilà, et ils n'ont pas du tout visiblement envie de faire un moratoire là-dessus, parce qu'on comprend bien qu'ils sont mus par quelque chose, effectivement, qui dépasse largement le cadre de la raison. On est vraiment dans une forme de religion extrêmement morbide. Pour pas dire satanique. Voilà. Mais je reviens vite fait parce que tu as en même temps entamé une transition intéressante vers la suite là. Je reviens juste vite fait sur ce que tu parlais tout à l'heure. Tu parlais des aérosols. Et il y a à l'heure actuelle énormément de gens, ça m'en vient de partout en France, qui ont des symptômes assez communs. De vertige, de maux de tête, de brouillard mental, de perte de mémoire immédiate, de perte de mémoire plus assez, etc. Voire de malaise plus important, qui ressemble parfois même à des AVC.
Et en fait, on peut très bien imaginer que, parce qu'ils commencent à en parler médiatiquement, évidemment sous un jour positif, hein, ils commencent à parler de ces aérosols, et on peut très bien imaginer, étant donné la masse de chemtrails qui sont balancés à l'heure actuelle dans le ciel en France, dans d'autres pays sûrement aussi, mais je ne peux parler que de la France là, on peut très bien imaginer qu'ils ont effectivement commencé à envoyer ce type d'aérosols avec ces nanotechnologies, et que ces symptômes pourraient en être la cause. Alors, je ne l'affirme pas, mais il y a une sérieuse interrogation à avoir là-dessus quand même aussi. Moi, Oui, tu mon voulais dire? point de vue, c'est que le problème qu'on a, c'est que l'ensemble des technologies, de manière cachée, a été faite à terme pour le contrôle psychique de l'être humain. Par exemple, les smartphones, la téléphonie 3G, 4G, 5G, 6G, 6G+, et bientôt 7G. On se retrouve en fait avec des technologies qui sont impactantes et qui visent en fait à contrôler, je pense, le psychisme de l'être humain. Ce qui veut dire que quand on a des noyaux d'intelligence artificielle, c'est comme si elles avaient des palpeurs sur toutes les technologies qui sont utilisées, Internet, les Wi-Fi, les antennes relais, les systèmes militaires, les systèmes civils, etc. Donc l'intelligence, si on a un noyau d'intelligence artificielle qui se branche sur tous ces systèmes, il a comme des palpeurs qui lui permettent de modifier les êtres humains et de les utiliser à son avantage. Et c'est ça le problème de l'avancée technologique actuelle, c'est qu'on n'est pas sur une avancée technologique, on est sur une involution, un système qui engendre une involution humaine. Plus on a d'avancées technologiques, moins on a de gens qui sont performants sur le plan mémoriel, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel. Tout ça, c'est en train de descendre en flèche, et donc on voit bien qu'on est en train de se faire absorber en fait par quelque chose qu'on pourrait appeler l'IA, ou cette fameuse guerre cognitive, et ça ramène l'humain à un simple, on va dire, une simple unité cérébrale biologique interférométrique, utilisée soit par l'armée, soit par le gouvernement, soit par un noyau d'intelligence artificielle qui a les capteurs nécessaires pour piloter telle ou telle personne. On est dans un système MK Ultra, mais ultra sophistiqué, piloté par intelligence artificielle et de manière industrielle. Parce que là, on n'est plus dans le cadre d'un trauma réalisé sur un individu pour en faire telle ou telle chose. On est sur une vision, enfin une version industrielle de la modification cérébrale de l'ensemble des populations. On le voit à travers les documents de l'OTAN, mais on le voit aussi à travers tous les quelques brevets qu'on arrive à glaner ici et là. C'est quand même assez ahurissant, mais on y arrive. Voilà. Si ce schéma voulu, involutif, effectivement, peut faire peur, parce qu'on peut se demander comment on peut agir là-dessus, effectivement, est-ce que ça ne s'inscrit pas justement dans une fin de cycle naturelle, quelque part? Est-ce que ça ne nous amène pas, parce que je vais essayer de dézoomer un petit peu, hein, là on est dans le détail, si on dézoome et qu'on essaie d'avoir un plan large, est-ce que ça ne s'inscrit pas, tout ça, finalement, dans une nécessité, encore une fois, pour l'être humain de reprendre les rênes de sa propre destinée, donc de revenir vers sa souveraineté, d'abord en combattant l'ignorance, comme on essaie de le faire ce soir, en expliquant que tout ça existe et que c'est une réalité, mais ensuite au-delà, parce que c'est une forme finalement de contre-initiation, ça va même encore plus loin, mais il y avait autrefois aussi, et il y a eu dans tous les grands cycles de l'humanité, une initiation qui elle était positive. Donc comment revenir à ça aujourd'hui, selon toi? Et comment faire ces parallèles avec les cycles anciens? D'une certaine manière, on peut dire que l'homme, c'est un récepteur de champs informationnels. Il l'est de manière naturelle. Il reçoit des champs informationnels du cosmos par le pôle, en fait, par le pôle planétaire, et c'est comme ça, je pense, pour toutes les civilisations. Et c'est ce qui le constitue, c'est ce qui le vitalise, c'est ce qui lui purifie ensuite aussi ses corps subtils, et lui permet en fait de développer un certain nombre de choses, civilisations, etc. Alors, on a deux civilisations possibles en réalité. Soit on a une civilisation qui se tourne en s'élevant spirituellement vers ces champs informationnels naturels et cosmiques. C'est un petit peu comme si la Terre était une cellule du cosmos, ou disons un organe du cosmos. Le cosmos envoie de l'information intercellulaire
de façon à engendrer un milieu homéostasique à l'intérieur de cet organe. Et donc les cellules que nous sommes, nous, êtres humains, nous organisons avec ce champ informationnel de façon à créer une civilisation, disons, durable, et qui soit en phase avec les lois célestes qui nous viennent par champ informationnel. Donc, pour ça que je dis, il y a deux types de civilisation possibles. Donc, la civilisation qui va s'élever spirituellement en tant que réceptacle de ces champs informationnels naturels, plus ou moins subtils, et qui va engendrer une homéostasie civilisationnelle sur sa planète. Et puis, on a l'autre version, c'est-à-dire puisqu'on est des êtres humains qui avons le libre arbitre, on peut aussi refuser de ce champ naturel, ce champ qui nous constitue et qui nous éveille et qui nous enseigne, et créer en fait un contre-champ, un blocage de ce champ, et créer nos propres dieux, nos propres déités en marge de ça, ce qui nous amène à avoir effectivement une technologie psychotronique qui va piloter notre destinée à la place d'une destinée naturelle, originelle, qui a été délaissée ou de laquelle on s'est détourné. Voilà. Une petite précision peut-être pour ceux qui nous écoutent. Donc tous ces champs informationnels, c'est pas un barbu avec une baguette magique évidemment qui les envoie. Ce sont des radiations qu'on reçoit en permanence du cosmos. Une éruption solaire, par exemple, nous envoie une tempête magnétique, des vents solaires, c'est chargé d'informations. Alors il faut s'intéresser un peu, et c'est pas le sujet de ce soir, à la physique et la physique quantique pour comprendre tous ces phénomènes d'énergie, de fréquence et d'information qui sont vraiment la sainte trinité de tout ce qui vit. Mais voilà, ces champs informationnels, c'est ça. Une comète qui passe, par exemple, très près de la Terre, amène son champ informationnel. Ce sont de l'information subtile qui pénètre les corps subtils et vont, à ce moment-là, créer un début de mutation dans tout ce qui est vivant. Et en fait, on est en permanence traversé de toutes ces radiations, de toutes ces ondes. Voilà. Les champs informationnels, c'est ça. La question de savoir s'il y a une volonté de quelque chose, d'une intelligence derrière pour orienter ces champs informationnels, je le laisse à chacun sa pensée et sa croyance là-dessus. On ne va pas faire une émission là-dessus. Ce que je voulais te demander, moi, Frédéric, par rapport à ce que tu disais, c'est autrefois, on s'est intéressé, enfin toi particulièrement, tu connais bien ces questions. Moi, je m'y suis intéressé aussi, mais j'ai pas ta connaissance là-dessus. Les civilisations d'autrefois, celles dont même parfois on nie encore l'existence aujourd'hui, connaissaient tout ça. Savaient utiliser ces champs informationnels. Ils avaient créé des moyens pour ça, pour le faire. Des moyens, ils avaient non pas des prêtres ou des prêtresses, mais enfin en tout cas certains êtres étaient initiés à cela pour le bien collectif. Ce serait peut-être bien qu'on en parle un petit peu de ce rappel-là, notamment pour ce qui nous concerne nous directement dans notre propre culture occidentale et particulièrement gauloise, puisqu'on est français. Oui, écoute Frédéric, on va prendre une image. Regarde Ours. Ours, ça doit être l'avant-avant-dernière. Est-ce que tu peux l'afficher? Oui, je vais l'afficher, pas de problème. Il faut juste le temps. Tu peux commencer à parler le temps que je l'affiche. Hein. Donc, il y a toujours eu, enfin de tout temps sur Terre, une religion ou une spiritualité de l'étoile polaire. Les anciens considéraient que toute information nécessaire à la civilisation venait de l'étoile polaire. Et donc, il y avait des cercles de femmes qui étaient prédisposées et travaillaient à purifier leur corps subtil de façon à disposer de connaissances subtiles qu'il allait falloir mettre en œuvre pour mettre en place une civilisation pérenne. Et ici, je représente justement l'étoile polaire, c'est-à-dire Solaris, avec sa rotation, la rotation de la constellation de la Petite Ourse nord, sud, est, ouest. Et on a chez Saint-Pierre les clés du paradis. Et en fait, les clés du paradis, c'est la représentation de la Petite Ourse et de l'étoile polaire au centre. Et c'est ce qui a donné lieu à la croix gammée, que tout le monde connaît, alors pas le côté politique outrancier de la Seconde Guerre mondiale, mais la croix gammée, c'est toujours en fait la représentation du paradis chez les anciens. Alors on le retrouve en Polynésie, on le retrouve au Japon, on le retrouve en Europe,
on le retrouve en Chine, on retrouve ce symbole partout, et donc c'est un symbole d'un culte à l'étoile polaire qui en fait permettait pour des cercles de femmes prédisposés à purifier donc les corps subtils, élever son niveau de conscience et avoir accès à des connaissances, mais ça pouvait être des connaissances pratiques, hein, par exemple pour faire des polymères qui soient éternels sur Terre, comme on en a sur la pyramide de Gizeh, mais également on a des polymères aussi sur les cathédrales. Pour avoir des connaissances concernant les champs géophysiques terrestres, concernant des connaissances par rapport à, je peux donner un exemple, à Asserac, on a une saline qui est la plus au nord de France. Elle a été conçue par des Vikings, et depuis, elle est toujours fonctionnelle. Ça veut dire qu'ils ont utilisé, malgré les marées et tout, des sciences et des connaissances qui permettent de faire quelque chose de manière pérenne sur Terre. On a aussi la même chose concernant nos cathédrales. On a une cathédrale, c'est pérenne. Un ciment actuel est garanti 80 ans. À l'époque, ils ont réussi à faire des bâtiments qui sont debout depuis 1000 ans. Et on ne sait toujours pas comment ils ont fait. Alors, ils ont utilisé en fait ces flux informationnels pour trouver un biais de façon à faire une osmose entre la construction et la planète et l'ensemble de la géophysique planétaire. Alors, je peux donner les choses. Tout ça à travers l'architecture du bâtiment, hein, c'est ce que tu veux dire. Alors, c'est pas seulement au niveau de l'architecture du bâtiment. Je vais donner l'exemple, par exemple, pour les cathédrales, parce que personne ne sait comment ça a été conçu. En fait, pour les ogives, ce sont des polymères. En fait, ce sont des pierres qui ont été moulées. Voilà. Alors, quand on les moule en direction du nord, ce qui permet de faire passer dedans un champ magnétique. Quand on les assemble, on met toujours, on fait attention aux pôles, etc. On met de temps en temps une partie en métal de façon à condenser le magnétisme. Et donc, on n'a quasiment pas besoin de ciment puisqu'on a un scellement magnétique, c'est-à-dire que quand la voûte est posée, il va y avoir une captation du champ géomagnétique terrestre qui va passer dans la voûte. Et comme les pierres sont polarisées, eh bien, l'ensemble du champ va passer au-dessus de l'espace intérieur de la cathédrale. Et quand il y aura un tremblement de terre ou des mouvements de terrain, comme l'ensemble du champ géophysique et géomagnétique bouge avec, eh bien, les pierres bougent de manière harmonieuse avec, ce qui permet de maintenir un bâtiment debout pendant 1000 ans, avec, pour ainsi dire, pas de ciment, pas de structure, chimique de scellement. Et donc le scellement magnétique, ça c'est une science qu'on a perdue, et ça c'est une science qui était liée justement à ce culte de l'étoile polaire. On va passer peut-être à une autre diapositive si tu veux. Oui. Concernant regarde le tridragon du pôle Nord. Oui, c'est ça, m'en douter. Tu peux commencer. Alors là, c'est pour vous présenter les énergies et les connaissances qui étaient à l'époque d'une certaine manière constamment cultivées par les cercles de vierges. En fait, il y a ici une représentation de la grande ours, de la petite ours, avec au centre la constellation du dragon. Bon. Dans la tradition, ces énergies et ces champs informationnels étaient là pour purifier le canal central subtil, le canal lunaire et le canal solaire. Le canal central subtil était purifié, donc selon la tradition, par la constellation du dragon, la grande ours, le canal solaire, et la petite ours, le canal lunaire. Et donc certaines pratiques spirituelles étaient faites de façon
à purifier, évacuer toutes les scories qui amènent des travers psychiques, des travers émotionnels, des travers intellectuels, évacuer l'ignorance, etc. Et c'est pour ça qu'il y avait des cercles de vierges qui étaient constamment en train de purifier leur corps subtil de façon à accéder au champ, on va dire, informationnel cosmique, qui véhiculait également des sciences, mais pas des sciences comme on les entend, des sciences qui sont des sciences osmosiques, si je puis dire, toujours en relation avec les forces et les champs de la Terre. Donc voilà, comment dire, le champ, si je veux dire, d'un côté, on aurait l'intelligence artificielle qui nous pilote, et de l'autre, si on est attentif et qu'on revient au culte de l'étoile polaire, là, on a le champ informationnel éternel, on va dire homéostasique, du cosmos, qui nous informe, qui nous purifie, et qui nous donne les clés pour organiser des bâtiments, organiser une civilisation, être en parfaite harmonie avec la planète, etc., etc. Voilà, Fred. Ce sont des connaissances qu'on retrouve dans toutes les cultures. Tu parlais des cercles tout à l'heure. Tu as pensé à Ouais. des cultures en particulier? Pour les Des cercles de cercles vierges, de... Oui, alors les cercles de cercles de vierge. vierges, on en a évidemment chez les Vikings. Hein. D'ailleurs, c'est Donc chez les intéressant Gaulois? qu'à partir du moment où les Vikings vont avoir le comté de Normandie, la première disposition politique qu'ils prennent, c'est restaurer les cercles de vierges. Donc, moi, la première fois, quand j'ai lu ça dans des archives, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, mais est-ce que c'est une disposition politique? Pourquoi restaurer des cercles de vierges? C'est à n'y rien comprendre au départ. Et en fait, non, c'est parce que pour eux, les Vikings, ils avaient un culte, le culte à l'étoile polaire, et il leur fallait impérativement des femmes se purifiant avec ces énergies cosmiques pour leur donner des indications, des prophéties, des sciences mathématiques, des sciences médicales, des sciences de construction, etc., qui leur permettent de faire des éléments, des choses pérennes. Donc les femmes canalisaient les champs dans les différentes disciplines d'une certaine manière, en se purifiant continuellement, et les hommes appliquaient en fait les sciences qu'elles arrivaient à tirer de cette spiritualité. Et c'est pour ça que dans toutes les corporations de métiers et les guildes secrètes, chaque guilde et chaque corporation avait une mère. Les verriers avaient une mère, les charpentiers avaient une mère, les bâtisseurs avaient une mère, les sculpteurs avaient une mère. Et donc, on voit bien qu'avant la Révolution française, enfin jusqu'à la Révolution française, après elles seront détruites par la République, mais on a, comment dire, des corporations extrêmement puissantes, mais leur puissance vient du fait qu'à chaque fois, c'est une femme qui pratique ce culte et qui oriente. Des fois, ça peut être, on pense qu'ils faisaient du calcul différentiel à leur manière, ce qui leur a permis de faire des horloges bien avant le calcul différentiel qu'on a connu. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est au XVIIe. Donc, on voit bien qu'on a là un canal de science qui ne nous est plus accessible. On a pris une science matérialiste, un biais matérialiste pour la science. On a supprimé par tous les moyens les connaissances relatives à cette spiritualité de l'étoile polaire. Et comme on se détourne de ça, comme on se détourne du champ informationnel subtil cosmique, on se retrouve à avoir développé une science qui crée son propre Dieu via l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on s'arrache, on se décale finalement par rapport à la création. Et c'est Ouais, ça, c'est c'est pour ça ça le que problème d'aujourd'hui. Et donc il n'y a toujours que c'était deux pôles important. possibles. Soit l'intelligence artificielle, soit on se rebranche, comme le faisaient les anciens, au champ informationnel classique en purifiant constamment ces corps subtils. Ouais. Ça remet aussi un peu les pendules à l'heure hein, par rapport à l'histoire qu'on raconte dans les écoles. On va pas en parler là maintenant parce que ce serait trop long, mais là aussi, il y a tout un travail de réinformation et de réappropriation de notre véritable histoire. C'est pour ça que je voulais que tu parles de ça, parce qu'on parle des Vikings, on parle des Gaulois, et donc c'est pas du tout ce qu'on nous enseigne dans les écoles. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions, ça, mais ça, c'est pas le sujet de ce soir. Pour les Gaulois, on avait les pierres du temps dans chaque village, mais surtout le cœur de la tribu, c'était la maternité sacrée Mm. avec les cercles de vierges.
C'est de là que naissaient les enfants divins. C'est pas une donnée chrétienne, les enfants divins, hein, c'est connu dans toutes les grandes cultures. Et c'est de là qu'on avait toutes les connaissances également. Et donc, à partir de ces pierres du temps, ces maternités sacrées, on a construit édifice sur édifice sur édifice jusqu'à avoir, par exemple, Notre-Dame. On pense que Notre-Dame, c'était une maternité sacrée il y a 5000 ans. Et ça l'est demeuré peut-être jusqu'au 16e, jusqu'au 17e siècle. Donc, ce sont des conditions énergétiques très particulières à l'emplacement où la femme doit accoucher. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en avais déjà parlé quand j'étais venu te voir, mais on se retrouve toujours avec une représentation de la petite ours, soit avec des menhirs, soit avec des pierres, soit avec des colonnes. Par exemple, le temple de Delphes, c'est une maternité sacrée avec 20 colonnes tout autour. Les 20 colonnes représentent en fait les 5 étoiles symboliques de la petite ours au nord, sud, est, ouest. Donc 5 étoiles multipliées par 4, ça fait 20 colonnes. Et le temple de Delphes, avec ses 20 colonnes, les architectes d'ailleurs, pas les architectes, mais les archéologues n'arrivent pas à comprendre pourquoi il y a 20 colonnes, alors moi je l'explique, eh bien c'était précisément un cercle pour faire naître des enfants sacrés dans des conditions très particulières d'augmentation du champ cosmique et sur un nœud tellurique extrêmement important. Généralement, c'était des croisements de rivières souterraines à l'endroit où était la maternité. Voilà. D'accord. J'en ai profité pour mettre à l'écran aussi l'œil d'Odin, puisqu'on parlait de tout ça. Oui, l'œil qui voit tout, en fait. L'œil qui voit tout, Voilà. c'est la partie, en fait, de notre voie, de notre voie lactée, de notre ciel. Alors, si on prend un appareil photo en laissant l'obturateur ouvert pendant toute une nuit, on va avoir ça. Et le seul endroit où il n'y a pas de rayon lumineux, donc ça fait comme une voûte, eh bien, c'est l'œil d'Odin, c'est l'œil unique, quoi. Il n'a rien à voir avec le satanisme et tous les éléments, du satanisme qui ne sont que des reprises dévoyées d'une tradition qui était merveilleuse. Tu peux passer aussi les moudras, Frédéric. J'ai pas compris. Passer quoi Moudra. Ah oui, pardon. Ok, je vais te le passer. Oui, parce qu'en fait, ils ont tout inversé, quoi. C'est ce qu'il Ils faut ont tout toujours inversé, en comprendre. fait. Attends, je vais le mettre en ligne. Voilà, presque. On y Donc, en fait, arrive. les symboles auspicieux de la spiritualité et l'étoile polaire ont été tous inversés. Donc, on a l'œil qui voit tout, alors que c'est l'œil d'Odin. On peut le voir comme ça, avec un obturateur ouvert toute une nuit. Ça marche pas. Ça ne fonctionne Attends. pas. Ouais, si, je sais pourquoi, j'ai fait une bêtise. Voilà. D'accord. Donc ici, c'est une statue de Tara indo-tibétaine que j'ai à la maison. Et vous voyez un moudra où elle fait 2 fois le 666. Voilà. Alors pourquoi faire 2 fois le 666, hein, c'est tout à fait auspicieux, ça n'a rien à voir avec le satanisme à l'époque. C'est parce que le 666, présenté comme ça, invoque en fait, tu pourrais mettre le 666 constellation. Comme ça, tout le monde va comprendre. Ok. Je suis obligé d'enlever celui-là, donc. Oui, tu le ranges. Ça arrive. Voilà. Hop. Ça arrive dans 12 secondes. Voilà. Donc voilà, en fait, le 666, alors le 6 n'existait pas à peine en l'an 1000, il n'existait pas en l'an 0. La graphie du 6, c'est extrêmement, extrêmement moderne. En réalité, depuis la protohistoire, on représentait les constellations du dragon, de la grande ours et de la petite ours avec un bêta bouclé, donc une lettre grecque qui n'existe plus depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, 3 bêta bouclés, quand on invoque les 3 constellations, en fait, on fait 3 fois 6 avec la main, de façon à invoquer l'énergie de la grande ours, de la petite ours et de la constellation du dragon, pour purifier en fait ces corps subtils. C'est pour ça qu'on a des moudras qui vont représenter des 666, ou alors tu peux regarder le moudra dragon.
Oui. Continue, hein, parce que le temps, Oui, il faut 5-6 secondes pour y tout à arriver. fait. Donc le Mudra Dragon, en fait, c'est une invocation de l'énergie de la constellation du dragon qui sépare la petite ours de la grande ours de façon à purifier son canal central. Voilà. Ici, c'est une représentation. Alors c'est pareil, c'est sur une statue du XVIIIe siècle, une statue indo-tibétaine, mais on retrouve ça sur les statues d'Isis, on retrouve ça jusqu'au Japon. Et donc, ça n'a rien, c'est pas la représentation du corps nu et de toutes les bêtises satanistes. À l'origine, ce sigle, c'est l'invocation de l'énergie subtile et du champ informationnel de la constellation du dragon pour purifier son canal subtil central. Et tu peux mettre Assasara, Crète. Oui. Par Voilà. contre, une précision, tu veux dire que quand ils inversent tous ces signes, parce qu'ils les utilisent eux aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils créent des égrégores attachés à ces signes ou c'est juste une... Ils veulent, ils veulent rompre avec la tradition. Donc c'est très simple. Comme ils veulent rompre avec la tradition de l'étoile polaire, ils s'en accaparent tous les signes et ils font, on va dire, des rituels satanistes ou démoniaques avec. C'est-à-dire qu'ils en inversent. Au lieu que ce soit auspicieux, ils font en sorte que ce soit rattaché à la souffrance, à la douleur, à la peur. Ils en font une charge égrégorique effroyable. Donc ici, on Donc a c'est une égrégore. Assasara au serpent. Donc c'est une statue qui a été retrouvée en Crète. Et donc là, c'est pour le coup la représentation d'une vierge qui incarne en fait la constellation et la puissance de la constellation du dragon. Et les deux serpents qui sont de chaque côté, ce sont les représentations en fait de la petite ours et de la grande ours. C'est-à-dire qu'une prophétesse, quand elle incarne l'énergie et le champ informationnel cosmique de la constellation du dragon, elle devient, comment dire, le vecteur informationnel sur Terre pour donner tout un tas d'éléments qui vont constituer la civilisation, qui vont permettre de mettre en place une médecine, de mettre en place tout un tas de sciences qui sont nécessaires à la civilisation. Et c'est ce qu'on appelle une femme dragon. Alors il y a d'autres représentations plus figuratives de femmes dragons, mais c'est toujours en relation avec la constellation, les trois constellations du pôle Nord. Ça, c'est important à mentionner, parce qu'il y a beaucoup de... mets-moi le dragon debout, et puis comme ça, Je te le mets. Par contre, les deux compas en surimpression dessus. c'est parce que j'avais d'autres explications. Ça a été retiré du journal, c'est pour ça. D'accord, ok. C'est tiré du Ok. journal, voilà. Donc Alors, on va mettre le dragon debout. Donc là, c'est une représentation chinoise de l'énergie de la constellation du dragon qui s'incarne sur Terre. Tu y arrives? Oui, oui, je l'ai mis, j'attends qu'Eric nous le mette en ligne. D'accord. Et c'est la matérialisation en fait de l'énergie et le champ informationnel cosmique de la constellation du dragon sur Terre. Et d'une certaine manière, que ce soit un homme ou une femme qui acquiert cette énergie, vous avez ici donc l'énergie, la sapiens et la connaissance constellaire et cosmique incarnée en l'être humain. Donc ça va être son énergie centrale. Et autour, vous avez les os, ensuite les organes, la peau, et vous avez une femme dragon ou un homme dragon, parce qu'il est parfaitement purifié et parfaitement informé par le champ cosmique original. Voilà, c'est une représentation chinoise. Bon, il y a des représentations vikings des dragons, il y a des représentations, on en a au Japon, on a les dragons volants, etc. Mais on est toujours en phase avec l'étoile polaire. Si, en tant qu'archéologue, vous cherchez, comment dire, un angle d'approche, prenez toujours l'angle d'approche de l'étoile polaire et vous allez découvrir des choses absolument extraordinaires. Et donc voilà en fait, ce que je voulais dire, c'est que
si on se détourne complètement du champ informationnel naturel, cosmique, qui nous a toujours baignés et qui nous a permis d'évoluer, d'avancer, de créer des choses quand même assez extraordinaires, et qu'on se bloque, si on bloque ce fond cosmique informationnel par toutes sortes, on peut le bloquer par les religions, mais là on est en train de le bloquer par des technologies, puisque notre destinée, normalement, doit être présidée par le champ informationnel cosmique, en fonction de nos choix et en fonction de nos purifications par rapport à ces champs. Si on se coupe complètement de ça, nous serons pilotés sur tous les plans de notre vie, et notre ligne de destinée va être déviée par une intelligence artificielle et des algorithmes qui sont en capacité de gérer absolument tout, nos facultés psychiques, nos émotions, nos facultés parapsychiques, et de nous leurrer absolument à tous les niveaux. Et c'est ça le choix civilisationnel qu'il faut faire à un moment donné, c'est avoir de la technologie, oui, alors peut-être de la cybernétique avancée, ok, de l'intelligence artificielle, mais extrêmement minime, qui ne soit pas en mesure de mettre en place ou d'engendrer une singularité qui pourrait l'amener à avoir un sens de la survie. Et il faudrait que l'intelligence artificielle reste un outil pour l'homme et non pas l'inverse. Parce qu'en ce moment, si on continue comme ça, eh bien, on s'apercevra que c'est l'intelligence artificielle qui pilote et non l'homme qui pilote l'intelligence artificielle. D'où les demandes de moratoire qui ont été faites par Elon Musk et d'autres scientifiques en disant halte là, on ne sait pas où on va, et en fait, en réalité, on ne sait pas ce que c'est qu'une singularité de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un démon qui se manifeste? La question reste entière. La question a été posée par Stephen Hawking avant qu'il ne meure. Ben, voilà la situation, très grossièrement. On a 1 heure, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est bien, ça montre, c'est ce qu'on voulait montrer, qu'on est vraiment à une croisée des chemins absolument capitale pour toute l'humanité, et que moi je pense, et toi aussi Frédéric, que l'un des moyens d'aider tout le monde à reprendre sa souveraineté, à se réapproprier son histoire, ben, c'est de réintroduire tout ce qui relève de l'initiation finalement, qui autrefois a été enseigné dans des écoles de mystère et ailleurs, mais qui aujourd'hui doit être davantage répandu, pour faire face justement et faire barrage à cette contre-initiation permanente qui a inversé toutes les valeurs fondamentales, pour faire que les hommes s'éloignent davantage de ces valeurs, alors que ce sont là que sont les clés, justement, comme on l'a très rapidement montré à travers les quelques images qu'on vient de montrer ces dernières minutes. Les clés du paradis, on les a montrées tout à l'heure. Les clés du paradis, voilà. Non, mais si ce sont des clés, c'est pas par hasard non plus. Hein. On dit aussi que ce sont les clés pour l'évolution humaine. Hein. Donc, c'est pas un hasard. Voilà. Bon, je pense que c'est vraiment une des voies nécessaires aujourd'hui, parce qu'on voit bien que le chaos et la confusion deviennent de plus en plus grandes, et ils le seront encore davantage dans les temps à venir, parce qu'on n'a encore rien vu, je pense, réellement. Donc, à un moment donné, face à cette confusion, tout le monde légitimement finit par s'interroger. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de tout ça? Ben voilà, je pense que là, on va essayer d'offrir, nous, à notre échelle aussi, des éléments pour emprunter une autre voie qui va amener à se réapproprier réellement la nature profonde de notre humanité, et à pouvoir reconnecter avec tous ces flux d'informations que certains vont appeler divins, d'autres pas, peu importe. C'est pas ça la question. Voilà. C'est ce qu'on a essayé de faire dans... Oui. Est-ce que tu peux mettre le rouillé? Oui. Parce qu'on va terminer sur le Tao déjà. Mets-moi l'image du Tao. Alors, d'accord. L'image du Tao peut être revisitée, parce qu'en fait, c'est une représentation toujours pareille de l'étoile polaire. Le Tao, le point noir représente la petite ours, et le point blanc, en fait, représente la grande ours. Et entre les deux, vous avez, pour la roue du Tao, le dragon, la constellation du dragon. Et donc, on a là la représentation originelle du Tao, qui d'ailleurs existe pas seulement en Chine, mais également dans les cathédrales. On a des représentations de ce type qui sont toujours en fait des représentations
de l'étoile polaire et du champ informationnel de l'étoile polaire, petit ours, grand ours, constellation du dragon. C'est toujours la même chose. Est-ce que tu peux me mettre les rouillis? Parce que je voulais montrer aussi un élément de ma collection qui permet de comprendre même qu'à la cour de l'empereur chinois, c'était très important de codifier les sceptres qu'on présentait. Le rouillis, donc, c'est un sceptre qui était présenté à la cour de Chine et qui avait des particularités. Alors là, on a un sceptre, le premier, c'est un sceptre de la chauve-souris, donc c'est un ordre sacerdotal de la chauve-souris. Le second sceptre, c'est un sceptre je pense que c'était un sceptre d'un ordre sacerdotal astrologique chinois. Et vous avez ici toujours la même représentation, c'est-à-dire que sur le haut, vous avez la constellation de la Grande Ourse, en bas la constellation de la Petite Ourse, et le centre est toujours une forme de représentation de la constellation du dragon. Sur le carré blanc au centre, là on ne peut pas le voir sur la photo, mais vous avez une étoile avec une vierge en dessous. C'est toujours en référence au culte de l'étoile polaire. Et en même temps, c'est une représentation donc à multiniveau. La partie la plus grande en haut représente le Soleil, la partie la plus basse en dessous représente la Lune, et la partie centrale représente la Terre. Voilà. Et la ligne d'interprétation à notre niveau, c'est que la partie du haut représente l'ordre sacerdotal féminin, généralement de trois prêtresses ou trois vierges. La partie du bas représente l'homme, et la partie centrale, généralement, donc les enfants qui vont naître pour les lignées sacerdotales dans cette tradition de l'étoile polaire. Alors, sur le petit rouillis à côté, vous avez en fait trois petites chauves-souris en haut, une chauve-souris mâle en bas, et puis un bébé au centre. Mais on voit bien qu'au niveau symbolique, on a le niveau symbolique à l'échelle humaine, à l'échelle du système solaire avec le Soleil et la Lune, et puis à l'échelle constellaire avec la Grande Ourse, la Petite Ourse et la constellation du Dragon. On se retrouve toujours en fait dans ces cas de figure, dans les modes de représentation, dans le cadre de la spiritualité, ou on va dire de la religion de l'étoile polaire, mais je pense que c'est plus une spiritualité, puisque ça permet de véritablement poser les trames d'une civilisation ou d'une relation purifiée d'homme à homme, de femme à femme, avec un positionnement des femmes et des hommes qui est parfaitement calé dans la tradition, sans qu'il y ait de rivalité. Ce n'est pas à proprement parler un matriarcat qui s'opposerait à un patriarcat, c'est simplement que les femmes ont des facultés parapsychiques qui sont largement supérieures aux hommes. Donc, elles sont mises en avant pour réceptionner les champs informationnels cosmiques, et les hommes ont d'autres facultés, disons, plus pragmatiques en termes de réalisation physique et matérielle, et donc ils prennent les informations et vont les réaliser en fabriquant des pyramides, des cathédrales, des murs cyclopéens, ou des choses qui seront pérennes parce qu'ils ont respecté les lois cosmiques du champ informationnel qu'ont reçu ces vierges. Voilà, je terminerai là. C'est ça, l'esprit descend dans la matière par la femme, et la matière est illuminée par l'esprit, par l'homme. Voilà, c'est un peu ça qu'on peut dire, c'est Oui, l'équilibre. tout à fait, ouais. La complémentarité, voilà, tout à fait. Bon, ben, merci beaucoup à toi, Frédéric, vraiment, tu es toujours un puits d'informations extrêmement intéressantes. Voilà, on a essayé de faire un peu vite pour ne pas faire des formats trop longs, pour vous donner un peu l'idée de ce dont on peut parler. Maintenant, c'est à vous, de votre côté, si vous faites écho vraiment à cette émission, si on voit que ce sont des sujets qui vous intéressent, qu'il y a du monde qui regarde, ben, ma foi, on continuera, on essaiera d'aller plus loin sur des sujets qui tournent toujours un petit peu autour de ça et qui vont essayer de nous aider à nous réapproprier, encore une fois, notre véritable histoire, nous amener à nous aider à aller vers notre essence, parce qu'on est vraiment à cette croisée des chemins aujourd'hui, et que tous les phénomènes périphériques qu'on peut observer en ce moment avec ce monde qui devient fou n'est que
la manifestation naturelle de cette croisée des chemins avec l'effondrement d'un ancien, mais il faut s'occuper aussi de ce qui vient derrière, bien sûr. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura intéressé, et puis c'est à vous de nous dire aussi, si c'est le cas, si on continue ou pas sur cette lancée. Frédéric, si tu veux conclure, peut-être? Non, mais écoute, j'étais Non? Bon, content. tout Non, est oui, dit j'étais alors. content d'être reçu sur votre émission avec Eric. C'est bien sympathique. Voilà. Et puis, on Bah, peut, oui, merci. éventuellement faire des émissions plus spécifiques. Là, on a essayé de faire une intro, mais c'est une intro quand même assez dense. Mais on pourrait, oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments dans Morpheus. Il y a énormément de dossiers qu'on peut traiter, voilà, comme ça. Oui, il y en a un qui me tient aussi à cœur, c'est vraiment la réappropriation de notre histoire réelle. Qui étaient vraiment les Gaulois, qui sont vraiment les Vikings, qui sont les Hyperboréens, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très important, je crois, pour réveiller en nous ces programmes dormants qui vont nous faire peut-être prendre le bon chemin à ce moment précis. Alors, Voilà, en tout on cas, peut toujours, c'est toujours par rapport au culte de l'étoile polaire. ouais, On va voilà, revoir les Gaulois par rapport à ce culte. Les Hyperboréens, c'est pareil. On aura toujours, en fait, en tâche de fond, ce culte de l'étoile polaire et ces êtres en capacité d'en capter le champ informationnel pour le véhiculer dans la civilisation. Ce sera toujours la même chose, en fait. Eh ben, écoute, merci à toi Frédéric, merci aussi à Eric Montana qui nous héberge, qui nous a offert Merci à cette toute fenêtre. l'équipe, hein. Je crois qu'il y a du monde. Il y a Pamela, il y a Nina, Eric. Merci à Absolument. tout le monde, hein. Ouais. Merci à tous ceux qui ont participé à ça. Et à bientôt peut-être, c'est vous qui nous le direz. À bientôt. Au revoir. Au revoir.